Je m'appelle Madeleine et je suis arrivée dans ce monde comme un après-coup, née de parents déjà quadragénaires, qui avaient une fille de 10 ans qu'ils considéraient comme amplement suffisante. On ne t'avait pas prévu, me disait souvent ma mère, pas méchamment non, plutôt comme si elle annonçait la météo. Si ce n'était pas pour tes grands-parents, commençait-elle parfois avant de s'arrêter là, mais le message était limpide. J'étais là uniquement parce que mes grands-parents maternels avaient convaincu mes parents, peu enthousiastes, d'avoir un autre enfant. Eux, ils étaient fous de joie à l'idée d'avoir une seconde petite fille. Mes parents, eux, me voyaient comme une charge imprévue. Ma sœur, Sophie, était déjà plongée dans son univers d'adolescente quand je suis née. Elle n'était ni méchante ni cruelle, elle agissait simplement comme si je n'existais pas. Alors que je jouais avec mes poupées dans un coin du salon, elle s'étalait sur le canapé, parlant au téléphone de garçons et de candidatures pour les grandes écoles, totalement indifférente à ma présence. Sophie, chérie, n'oublie pas tes livres pour préparer le bac, disait maman en les glissant soigneusement dans son sac. Pendant ce temps-là, moi, j'étais assise à la table de la cuisine, espérant que quelqu'un remarque que j'avais besoin d'aide pour mes devoirs. Mais cette aide venait rarement de mes parents. À la place, ils avaient instauré une routine qui a défini toute mon enfance. Chaque matin, ils me déposaient chez mes grands-parents. Vous la vouliez, lançait mon père à mon grand-père, les clés déjà à la main, prêt à partir travailler. Elle est à vous. La maison de mes grands-parents est devenue mon vrai chez moi. Ils venaient me chercher à l'école, m'aidaient avec mes devoirs, m'emmenaient au parc, veillaient à ce que je sois nourrie et entourée. Ce n'est que tard dans la soirée que mes parents venaient me récupérer, souvent fatigués et légèrement agacés d'avoir à faire le déplacement. « Tu es la plus belle chose qui nous soit arrivée », me murmurait ma grand-mère en me serrant dans ses bras le soir. Et dans ces moments, blottie contre elle, j'arrivais presque à oublier que je n'étais pas vraiment désirée ailleurs. Ce schéma s'est répété jour après jour, année après année. Pendant que Sophie construisait son avenir brillant, moi, j'apprenais à survivre en tant qu'oubliée au sein de ma propre famille. Mais l'amour de mes grands-parents, lui, était constant, indéfectible. C'est chez eux que j'ai compris ce que signifiait être vraiment importante. Un jour, alors qu'on faisait des maths ensemble, mon grand-père m'a dit « Tu verras, Madeleine. Parfois, les plus belles choses de la vie ne sont pas prévues. » Il m'a fait un clin d'œil et pendant un instant, le poids de mon insignifiance s'est allégé. Quand Sophie est partie faire ses études à Lyon, j'ai cru que les choses allaient peut-être changer. Que mes parents allaient enfin me voir, moi, la fille qui était restée. Je ne pouvais pas me tromper davantage. Madeleine, m'a appelé ma mère dès que je suis rentrée de l'école, sac encore sur le dos. La maison a besoin d'être nettoyée. Commence par les salles de bain. Les tâches que faisait autrefois Sophie sont vite devenues les miennes, accompagnées d'une longue liste de nouvelles corvées. La machine à laver est devenue ma meilleure ennemie, je connaissais toutes ses humeurs et programmes par cœur. Le ménage semblait sans fin. Tu vis ici, il faut que tu participes, répétait mon père chaque fois que je rechignais. Ta sœur faisait toujours sa part. À 14 ans, j'étais passée du ménage à la cuisine, sans transition. Un matin, ma mère a simplement arrêté de préparer le dîner. Tu es assez grande maintenant, a-t-elle déclaré. On s'attend à ce que le repas soit prêt quand on rentre du travail. Ce soir-là, j'ai fait des spaghettis. Un peu trop cuits, mais mangeables. Mes parents ont mangé en silence. Puis mon père a levé les yeux de son assiette. Demain, essaie un truc avec du poulet, a-t-il lancé. Son ton ne laissait aucun doute, ce n'était pas une suggestion. Mon seul échappatoire, c'était de rêver à l'université. Chaque soir, une fois la vaisselle finie, je me réfugiais dans ma chambre pour parcourir les sites des facultés. Je m'imaginais marchant sur les campus, loin des corvées et des silences glaciales. Puis, à mes 16 ans, Sophie est revenue avec une nouvelle qui a tout bouleversé. Un dimanche après-midi, elle a franchi le seuil de la porte, toute excitée, tirant derrière elle un homme grand et élégant. « Maman, papa !» a-t-elle crié. « Voici Julien, on est fiancés. » On aurait dit qu'elle venait d'annoncer qu'elle avait gagné au loto. Mes parents ont bondi de leur chaise. Ma mère pleurait de joie. Mon père, lui, appelait déjà la famille. On paiera tout, a déclaré maman en serrant Sophie dans ses bras. Le mariage de notre première fille doit être parfait. Les préparatifs ont envahi la maison pendant des mois, fleurs, menus, liste des invités. L'argent semblait couler à flot, robes de créateurs, prestataires haut de gamme, rien n'était trop beau. Mes grands-parents étaient présents au mariage, mais visiblement mal à l'aise avec tant de faste.
J'ai vu ma grand-mère froncer les sourcils devant une sculpture de glace qui devait coûter plus cher qu'un semestre à l'université. Mon grand-père, lui, secouait la tête devant la fontaine à champagne. Mais ils n'ont rien dit. 2 ans plus tard, j'étais assise à la table du dîner, 3 lettres d'acceptation d'université devant moi. Après des années à jouer les cendrillons, tout en gardant une moyenne parfaite, j'avais été acceptée dans tous mes vœux. Le cœur battant, j'ai annoncé la nouvelle à mes parents. C'est bien, a dit ma mère sans lever les yeux de son assiette. Mais on ne peut pas payer. On a tout mis dans le mariage. On a mis toutes nos économies dans le mariage de ta sœur, on a même contracté un prêt pour ça. Il ne reste plus rien pour l'université. Mais, vous aviez payé les études de Sophie, ai-je balbutié. C'était différent, a répondu ma mère. On voyait du potentiel en elle. Le silence à table est devenu assourdissant. Je suis restée là, les lettres d'admission soudainement bien lourdes entre mes mains, pendant que mes parents continuaient de manger, comme s'ils ne venaient pas de briser mes rêves. Tu devrais trouver un boulot, a lancé mon père entre deux bouchées. Mettre de côté, contracter un prêt étudiant. C'est ce que font les adultes responsables. Je me suis levée de table sans demander la permission, une chose que je n'avais jamais osé faire auparavant. Les mains tremblantes, j'ai saisi mon téléphone et appelé ma grand-mère. Quelques minutes plus tard, je poussais la porte familière de leur maison, les larmes coulant sur mes joues. « Ma chérie !» Ma grand-mère m'a prise dans ses bras et j'ai tout déballé entre 2 sanglots. Le visage de mon grand-père s'est durci à mesure qu'il écoutait, mais il y avait dans son regard une lueur étrange que je n'arrivais pas à décrypter. Une fois mon récit terminé, ils ont échangé un regard complice. « Madeleine, a dit mon grand-père en me prenant la main. On s'attendait à ce que ça arrive. » Comment ça ? On a vu comment ils t'ont traité toutes ces années, a expliqué ma grand-mère. Ils ont investi dans les études de Sophie, dans son mariage. On savait qu'ils risquaient de t'écarter aussi. Mon grand-père s'est levé et est allé dans son bureau. Quand il est revenu, il tenait une chemise cartonnée. On met de l'argent de côté pour tes études depuis ta naissance, a-t-il dit en l'ouvrant pour révéler des relevés bancaires. Tu peux choisir n'importe laquelle des 3 universités, on s'occupe de tout. Cette nuit-là, je suis rentrée chez mes parents et j'ai fait mes valises. Pas tout, juste l'essentiel. Ils étaient en train de regarder la télé dans le salon. Ils ont à peine levé les yeux quand je leur ai dit que je partais vivre chez mes grands-parents. Fais ce que tu penses être le mieux, a simplement dit ma mère, les yeux toujours rivés à l'écran. Avais-je entendu du soulagement dans sa voix ? Les semaines suivantes ont été floues, remplies de préparatifs. J'ai choisi d'étudier l'analyse financière. Quelque part, voir mes parents mal gérer leur argent avait éveillé en moi une envie profonde de faire les choses autrement. Mes grands-parents m'ont accompagné dans chaque démarche, des formulaires aux fournitures. Et quand j'ai enfin commencé les cours à l'automne, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Les matières étaient exigeantes, mais je savourais chaque minute. Chaque cours m'éloignait un peu plus de mon ancienne vie et me rapprochait d'un avenir que je construisais moi-même. Mes professeurs ont rapidement remarqué mon enthousiasme. Je restais souvent après les cours pour discuter de concepts financiers complexes. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'autre que mes grands-parents voyait du potentiel en moi. Du vrai. Ma 2e année d'université battait son plein quand ma grand-mère m'a appelée avec des nouvelles inattendues concernant Sophie. « Ta sœur traverse une mauvaise passe », m'a-t-elle dit pendant l'un de nos appels hebdomadaires. Sa carrière en marketing ne décolle pas comme elle l'espérait. Et Julien n'arrive pas à garder un emploi. Il demande constamment de l'argent à tes parents. Je n'ai pas été surprise quand elle m'a dit qu'il leur donnait. Ta mère a vidé son plan retraite le mois dernier pour les aider à payer leur loyer, a soupiré ma grand-mère. Ils ne savent tout simplement pas lui dire non. 1 an plus tard, la situation a empiré. Sophie et Julien ne parvenaient plus à payer leur loyer, même avec l'aide de mes parents. Ils ont fini par revenir vivre dans ma vieille chambre, celle que j'avais passé des années à garder impeccablement propre. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Pendant ce temps, moi, je m'épanouissais. Mes professeurs m'avaient aidé à décrocher des stages dans de prestigieuses sociétés financières. C'est là que j'ai découvert que j'avais un vrai talent pour résoudre des casse-têtes complexes liés à la finance. Chaque projet difficile me confortait dans mon choix de carrière. Tu as un instinct naturel pour ça, m'a dit mon superviseur chez Rothschild & Co lors de mon entretien d'évaluation. On adorerait te revoir l'été prochain.
Je restais concentrée sur mes études, pensant à peine à ma famille, sauf pendant les appels avec mes grands-parents. Mais lors d'une visite pendant ma dernière année, j'ai su dès l'instant où j'ai franchi leur porte que quelque chose n'allait pas. Le sourire habituellement chaleureux de ma grand-mère semblait forcé. Mon grand-père, d'ordinaire toujours prompt à plaisanter, restait silencieux dans son fauteuil. La maison était lourde de non-dits. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé pendant le dîner, les regardant pousser la nourriture dans leur assiette. « Et ne me dites pas que ce n'est rien. Je vous connais trop bien. » Ils ont échangé ce regard que je connaissais par cœur, celui qui disait « On essaie de te protéger ». Finalement, mon grand-père a parlé. « Tes parents sont venus nous voir la semaine dernière, dit-il, la voix inhabituellement lasse. Ils voulaient leur héritage. En avance. » Quoi ? J'ai reposé ma fourchette. Ils sont dans une mauvaise passe avec les banques, a expliqué ma grand-mère. Plusieurs prêts, des dettes de cartes de crédit. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de 200 000 € pour éviter la faillite. Et vous leur avez donné ? Ma voix tremblait de colère. Mon grand-père a hoché la tête. On n'avait pas vraiment le choix, Madeleine. Ça reste notre fille et notre gendre. Malgré tout. C'était presque toutes vos économies. J'étais furieuse. Après tout ce qu'ils vous ont fait ? Après la façon dont ils continuent de cautionner les choix irresponsables de Sophie ? Après comment ils m'ont traité ? Ma grand-mère a posé sa main sur la mienne. Je sais que tu es en colère, ma chérie. Mais ce qui est fait est fait. On s'en sortira. Mais moi, je n'arrivais pas à ne plus être en colère. Ces parents qui n'avaient jamais eu d'argent pour moi. Ils avaient eu l'audace de venir réclamer de l'argent aux seules personnes qui m'avaient vraiment aimée. Ces mêmes parents qui m'avaient traitée comme une domestique. Tout ça parce qu'ils étaient incapables de dire non à Sophie et de gérer leur propre argent. Mais mon travail avait fini par payer. Après l'obtention de mon diplôme, forte de lettres de recommandation élogieuses et de stages impressionnants, j'ai décroché un poste dans une des meilleures sociétés financières de Paris. Le salaire de départ dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Je me suis installée dans un petit appartement d'une chambre, rien de luxueux, mais propre et sûr. Chaque matin, je me réveillais avec reconnaissance, heureuse de ne plus devoir préparer le petit déjeuner pour quelqu'un d'autre que moi-même. Ma carrière a rapidement décollé. Je relevais chaque nouveau défi avec passion, obtenant promotion et primes que mon moi adolescent n'aurait jamais cru possible. Au bout de quelques années, j'avais assez économisé pour acheter mon propre logement. Le jour où j'ai signé l'acte de propriété, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mes parents et à Sophie, qui n'avaient jamais su gérer leur argent au point de devenir propriétaires. Pas qu'ils soient au courant, nous ne nous parlions plus depuis des années. Puis est venu l'appel qui a tout changé, mon grand-père avait fait une crise cardiaque massive. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il était déjà parti. Ma grand-mère, qui avait passé plus de 50 ans à ses côtés, semblait s'être éteinte elle aussi. Moins de 2 mois plus tard, elle l'a rejoint. Alors que j'organisais les funérailles, j'ai entendu une voix familière derrière moi, au salon funéraire. « Madeleine, tu veux de l'aide pour les préparatifs ?» Je me suis retournée. Ma mère se tenait là, le visage plus fatigué et marqué que dans mes souvenirs. Une part de moi avait envie de lui dire de partir, mais quelque chose dans son regard m'a fait hésiter. Bien sûr, ai-je entendu ma voix répondre. Ce serait gentil. Pendant les jours suivants, alors que nous organisions la cérémonie, mes parents ont commencé à s'ouvrir. Ils étaient en difficulté, ont-ils avoué. La retraite n'était pas tendre avec eux financièrement. On a du mal à joindre les deux bouts, a murmuré mon père pendant qu'on choisissait les fleurs. Et avec les jumeaux de Sophie, a enchaîné ma mère. Des jumeaux ? Ai-je demandé, surprise. Oui, ils ont 4 ans, 2 adorables garçons. Mais ils demandent tellement d'attention. Sophie et Julien ne s'en sortent toujours pas, alors on les aide comme on peut. J'ai hoché la tête sans laisser transparaître la moindre émotion. Certaines choses ne changent jamais. Une semaine après les funérailles, nous nous sommes retrouvés dans un vieux bureau lambrissé pour la lecture du testament. Je faisais face à mes parents. Sophie et Julien étaient avachis sur les chaises à côté d'eux. L'odeur de vieux papier et de cire à bois flottait dans l'air, et la tension était si épaisse qu'on aurait pu la trancher au couteau. Maître Perrin, le notaire, ajusta ses lunettes avant de commencer à lire d'un ton neutre. Je m'attendais à l'habituel jargon juridique, mais ce qui suivit fit redresser tout le monde.
À notre chère petite fille Madeleine, Luthil, nous léguons notre maison située au 1542, rue des Érables, ainsi qu'une somme de 150 000 euros. Le silence qui suivit fut glacial. La bouche de Sophie s'ouvrit toute seule, et ma mère agrippa le bras de mon père si fort que ses jointures blanchirent. Maître Perrin tout sauta et reprit. Et une note personnelle de Monsieur Henri à sa fille, Marguerite. Il regarda ma mère. La note dit. Marguerite, souviens-toi que nous t'avons donné 200 000 euros lorsque tu en avais le plus besoin. Ceci est notre décision finale, et nous espérons que tu la respecteras, comme nous avons respecté tes besoins. Le visage de ma mère devint rouge, puis livide. Mon père fixait le sol. Sophie et Julien s'échangèrent un regard inquiet. Une fois la lecture terminée, mes parents sont venus me retrouver sur le parking. Leur assurance apparente pendant les funérailles avait disparu. Ils semblaient presque désespérés. Madeleine, chérie, comment que ma mère, la voya tremblante. Tu dois comprendre. On pensait hériter de la maison. On en avait besoin. On galère vraiment, ajouta mon père en passant une main dans ses cheveux gris. Le prêt, les dépenses de la famille de Sophie, cette maison, on en aurait vraiment besoin. Je les ai regardés tous les deux, repensant à toutes ces années de négligence, à tous les tu n'étais pas prévu, au refus catégorique de financer mes études. Non, ai-je dit fermement. Cette maison m'appartient. C'est ce que papy et mamie voulaient. Ils ont continué à insister, me suivant jusqu'à ma voiture. Même Sophie s'est mêlée à la discussion, parlant du fait que ses fils avaient besoin d'un jardin où jouer. Mais je suis simplement montée dans ma voiture et je suis partie. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle m'invitait à dîner. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. De plus humble peut-être. Contre toute logique, j'ai accepté. Arrivé devant la maison de mon enfance, c'était comme remonter le temps, sauf que tout semblait plus délabré qu'avant. La peinture s'écaillait, les gouttières pendaient, et la pelouse autrefois impeccable était parsemée de plaques d'herbe jaunie. L'intérieur était encombré, mais propre. Les jumeaux de Sophie, Thomas et Jules, couraient partout dans le salon pendant que Julien leur lançait un « calmez-vous » sans grande conviction. Les garçons étaient mignons. Ils avaient les yeux de Sophie et les boucles de Julien. Madeleine, sourit ma mère en me prenant maladroitement dans ses bras. On a fait ton plat préféré, un rôti de bœuf aux légumes. Ce n'est pas mon plat préféré, ai-je répondu automatiquement. C'est celui de Sophie. Un silence inconfortable s'installa, jusqu'à ce que mon père toussote. Et si, tu nous disais ce que tu préfères vraiment ? On aimerait savoir. Et, étonnamment, il semblait sincère. Pendant le dîner, ils m'ont posé des questions sur mon travail, mon appartement, mes loisirs. Et pour la première fois, ils ont vraiment écouté. Même si je voyais bien que la plupart de mes explications sur la finance leur passaient au-dessus, leur attention semblait sincère. Ce dîner a été suivi d'un autre, puis d'un autre encore. Très vite, j'ai commencé à passer les fêtes avec eux, à offrir des cadeaux aux jumeaux, à aider parfois Sophie avec leurs devoirs. Quand ils ont mentionné que la maison avait besoin de réparation, j'ai fini par proposer mon aide. J'ai payé un nouveau toit, réparé le système de chauffage, repeint toute la façade. À chaque fois que je sortais mon chéquier, mes parents s'émouvaient. « Tu es trop généreuse avec nous », me disait ma mère en me serrant fort. On ne mérite pas tout ça. Vous avez raison, pensais-je, mais je ne le disais jamais à voix haute. Car malgré tout, malgré les années de blessures, d'ignorance et de solitude, une petite part de moi voulait croire que les gens pouvaient changer. Les années ont passé. Ma carrière a continué de prospérer. Chaque promotion ouvrait la voie à de nouvelles opportunités. Mon portefeuille d'investissement prenait de l'ampleur. Et ma relation avec mes parents semblait, elle aussi, se renforcer. Ils prenaient de l'âge, tous deux avaient dépassé les 70 ans, et je me suis surprise à vouloir faire quelque chose de significatif pour eux. J'y ai réfléchi, leur ai-je dit un dimanche soir, en observant mon père peiner à se lever de son fauteuil. Cette maison n'est plus adaptée pour vous. J'aimerais vous en offrir une nouvelle. Une maison de plein pied, avec un joli jardin, plus facile à entretenir. Un lieu confortable pour votre retraite. Leur réaction m'a prise de court, de vraies larmes de joie. On a passé les semaines suivantes à visiter des biens ensemble, jusqu'à trouver la perle rare, une belle maison de style pavillonnaire, dans un quartier calme, sans escalier et avec de larges ouvertures.
Après avoir signé, chéquier en main, mes parents n'arrêtaient pas d'en parler. On doit faire une vraie pendaison de crémaillère, a déclaré mon père. Laisse-nous tout organiser, c'est bien la moindre des choses. Avec plaisir, ai-je répondu heureuse. Je comptais en profiter pour leur remettre officiellement l'acte de propriété pendant la fête. Tenez-moi simplement au courant. Les semaines ont passé. J'étais très prise par mon travail, mais j'attendais toujours une invitation. Rien. Quand j'ai commencé à poser la question, mes parents ont esquivé. On y travaille encore, disait ma mère. Tu sais comme ce genre de choses prend du temps, ajoutait mon père. On veut que ce soit parfait. Le flou de leurs réponses me laissait un malaise grandissant. Un soir, après un énième appel évasif de ma mère, j'ai tapé le nom de Sophie sur Facebook. Nous n'étions pas connectés. Je n'avais pas regardé son profil depuis des années. Et là, je suis tombée sur une publication, mise en ligne quelques heures plus tôt. Trop impatiente pour la pendaison de crémaillère de papa et maman ce samedi. La maison est magnifique, hâte de fêter ça avec tout le monde cœur rouge. Des dizaines de commentaires de proches confirmaient leur présence. Des photos montraient la déco en cours, les traiteurs réservés. Ce n'était pas un événement de dernière minute. C'était prévu depuis des semaines. La main tremblante, j'ai appelé ma mère. « Salut maman », ai-je dit d'un ton léger. « Tu as fixé une date pour la crémaillère ?» « Pas encore, ma chérie, a-t-elle répondu avec calme. « Probablement dans 2 semaines. On veut être sûr que tout le monde puisse venir. » Tout le monde, sauf moi, apparemment. Ce samedi-là, j'ai garé ma voiture à une rue de la maison que j'avais achetée. De la musique et des rires flottaient dans l'air du soir. À travers les grandes fenêtres, je voyais des dizaines de personnes, des cousins, des amis de mes parents, des connaissances de Sophie. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Évidemment, ils attendaient tout le monde, sauf la seule personne qui avait payé cette maison. Je suis entrée discrètement, guidée par la voix de mon père. Après toutes ces années de labeur, on y est enfin arrivé, disait-il à un petit groupe attentif. On a acheté la maison de nos rêves. Et n'oubliez pas Sophie, ajouta ma mère avec fierté. Elle nous a tant aidés avec l'apport initial. Une fille formidable, toujours là pour ses parents. Contrairement à d'autres, lança quelqu'un dans le fond. Notre plus jeune fille, dit ma mère avec un sourire venimeux. Elle n'a rien fait. Trop occupée avec sa brillante carrière pour se soucier de la famille. Je suis restée figée dans l'encadrement de la porte. Mon visage brûlait. Sophie souriait, rayonnante. Ses jumeaux de 7 ans couraient entre les invités. En fait, ai-je dit bien fort. Tout le monde sursauta. Je crois que vous vous trompez. Le visage de mes parents se décomposa. Les invités se retournèrent, les murmures se propagèrent comme une onde. Madeleine, tenta mon père avec un sourire crispé. Quelle surprise! J'imagine bien, ai-je répondu en entrant dans le salon. Surtout quand on oublie d'inviter la personne qui a payé la maison. Un silence de mort s'abattit dans la pièce. Le mari de Sophie baissa les yeux, soudain passionné par ses chaussures. Écoute, ce qui est fait, dit ma mère sur un ton sec. Tu l'as achetée, oui, mais elle est à nous maintenant. Tu ne vas pas attendre qu'on te remercie éternellement. Exactement, ajouta mon père, reprenant contenance. Et pour être honnête, tu n'es pas la bienvenue. C'est une fête de famille. Sophie et sa famille vont vivre ici maintenant. Ils ont déjà vendu leur maison, conclut ma mère. Tout est arrangé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un rire froid, dur, qui a fait reculer plusieurs invités. Je suis allée chercher dans mon sac. J'ai sorti une chemise cartonnée de mon sac. Il semble que vous soyez un peu confus, ai-je dit en l'ouvrant pour en sortir l'acte de propriété. Cette maison m'appartient. Je ne vous l'ai jamais cédée. J'avais prévu de vous l'offrir ce soir, lors de ce que je pensais être une vraie pendaison de crémaillère. Le visage de ma mère passa du blanc au gris cendre. Mon père commença à bafouiller. Je me suis alors tournée vers les invités, toujours figés. Maintenant, je voudrais que tout le monde parte. C'est ma maison et la fête est terminée. Tu n'as pas le droit, hurla ma mère, la voix montant dans les aigus. Nous sommes tes parents. Non, répondis-je doucement. Vous êtes juste les personnes qui m'ont mise au monde. Mes vrais parents, repris-je. Ce sont mes grands-parents. Ce sont eux qui m'ont appris que la famille, c'est plus que des liens de sang. Ce sont eux aussi qui m'ont appris la gestion financière.
C'est pour ça que je possède cette maison, et pas vous. Ils sont partis en larmes, mes parents, Sophie, Julien, les jumeaux, et tous les invités. Je suis restée sur le perron, les regardant s'éloigner, voiture après voiture, jusqu'à ce que la rue soit vide. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'ils avaient utilisé l'argent de la vente de leur ancienne maison pour acheter un petit appartement. Sophie, Julien et les enfants ont emménagé avec eux. Ils ont tenté de m'appeler pendant des semaines. J'ai bloqué leur numéro, leur mail, leur compte sur les réseaux sociaux. Quant à la maison, je l'ai vendue un mois plus tard et j'ai placé l'argent sur mon compte. Un jour, j'aurai mes propres enfants. Et je me suis promis une chose, ils n'auront jamais à mériter mon amour ni à se battre pour mon attention. Contrairement à mes parents, je les aimerai de manière égale et inconditionnelle, comme mes grands-parents m'ont aimé.